si l'intelligence artificielle entre en classe, ça veut dire entre avec l'enseignant ou les étudiants, mais c'est avec les deux. En d'autres termes, que nous sommes déjà à l'ère numérique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est un problème? Il faut se mettre au milieu. Il faut savoir l'utiliser dans l'enseignement supérieur. L'intelligence artificielle, savoir que les étudiants aussi l'utilisent. Et l'enseignant, il faut que sache utiliser cette intelligence. Donc, il reste enseignant. Mais l'intelligence artificielle est un outil comme les autres outils numériques. Ce n'est pas seulement le chat GPT. Il y en a d'autres. Mais si ça vient alors dans le contexte de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Non, ce n'est pas une menace. Ça dépend, en fait, qui est menacé. Il y a des enseignants qui interprètent ça comme une menace lorsqu'ils pensent que les étudiants vont tricher, vont utiliser ChatGPT ou l'IA en général pour tricher. Mais j'ai expliqué disant que avant d'enseigner, avant de concevoir votre dispositif pédagogique, tous les outils et toutes les méthodes à utiliser pour enseigner, il faut analyser le contexte. Dans quel contexte êtes-vous? Nous sommes à l'ère de l'IA, d'accord, mais on peut avoir une classe où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien de numérique. Dans ce cas, tu enseignes comme s'il n'y a rien. Mais vous avez une autre classe où tout le monde a des smartphones, a une connexion, a un ordinateur et est connecté aussi. Ça veut dire qu'il faut analyser le contexte et adapter votre dispositif pédagogique en conséquence. Ça devient une menace quand? Quand vous ne l'exploitez pas, vous ne l'utilisez pas dans une bonne mesure, dans un bon côté. Vous voyez, je suis de la physique. En sciences physiques, il y a des formules, vous savez, il y a des principes. Hein? Et on peut avoir une formule qui est appliquée du côté négatif ou du côté positif. Dans la production, vous voyez, on produit de l'énergie. Mais il y en a aussi qui produisent des bombes. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu en fais? Et ça dépend de toi. L'IA est là. Ça devient une menace pour celui, je crois, qui ne l'exploite pas correctement dans l'enseignement. Mais ça devient aussi un atout, une opportunité, si on utilise intelligemment l'intelligence artificielle, et pour l'enseignant, et pour les étudiants. Il faut s'adapter, il faut savoir l'utiliser. D'ailleurs, j'ai montré lors de ma présentation comment on peut utiliser l'intelligence artificielle lorsqu'on prépare le cours, on prépare le dispositif pédagogique. Ça peut, avec toutes les théories derrière la formulation des acquis d'apprentissage, ça peut t'aider à bien cadrer, formuler vos apprentissages. Il faut, en fait, lorsque vous posez une question à l'IA, on les appelle des prompts. Les prompts, c'est comment vous formulez ce que vous demandez. Généralement, si tu ouvres ChatGPT, elle te dit qu'est-ce que je peux t'aider. Bonjour, qu'est-ce que je peux t'aider. Et puis, tu formules bien ta question, mais en la mettant dans un contexte. Comme ça, ChatGPT va comprendre ce que tu veux. Donc, ça veut dire que ceci peut nous aider. Vous savez, ChatGPT, ce n'est pas aussi un tricheur. Si tu lui demandes des références, il peut te donner des références. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans la préparation des enseignements et même dans l'évaluation. Si, par exemple, vous voulez respecter la triple concordance ou l'alignement pédagogique, reliez les méthodes, les acquis d'apprentissage et l'évaluation. Prenez la relation entre acquis d'apprentissage et évaluation. Bon, tu donnes à ChatGPT les acquis d'apprentissage. Tu lui demandes, formule-moi quelques questions qui sont liées à ces acquis d'apprentissage. Et puis tu vérifies que le contenu, ce que tu as enseigné dans ton dispositif, ça figure. Ça peut t'aider. Donc ça veut dire que tu peux bien l'utiliser pour améliorer aussi tes enseignements. Et lorsque tu donnes un travail à faire, tu peux savoir
ce que l'apprenant pourra utiliser comme IA pour répondre. Et ce qu'il ne peut pas avoir comme résultat lors de l'IA. Tu peux savoir par exemple que l'IA peut l'aider à rédiger. Mais à lui de comprendre. Et après, je sais qu'il va amener une bonne rédaction. Mais là aussi, c'est lorsqu'il a appris comment utiliser l'IA. Donc l'IA va vous répondre en fonction de comment vous formulez vos prompts. Ce que j'ai appelé prompt. Ça veut dire que vous pouvez même apprendre aux apprenants comment utiliser l'IA. Et puis, lorsqu'ils ont amené une bonne réponse bien rédigée, vous allez évaluer qu'il a compris. Ou bien qu'il peut utiliser ça pour concevoir quelque chose. En fait, dans les acquis d'apprentissage, le niveau le plus élevé, c'est la création, c'est la conception. Comment il fait de ce qu'il a appris. Tu peux alors formuler des questions à ce niveau-là. Donc, l'IA peut aider vraiment l'enseignant et les apprenants. C'est un outil qui peut, si nous pouvons bien l'utiliser, à améliorer les enseignements et les apprentissages. Ça veut dire que l'apprenant, supposons que vous êtes dans un contexte où l'apprenant a l'IA et est connecté. Il y a des questions qui ne viendront pas te poser. Il sait à qui poser ça. C'est déjà un avantage. Il y a des écoles bien antiques qui disent que ce qu'on appelle la remédiation, normalement, l'enseignant devait être disponible aux apprenants à tout moment. S'il lui pose des questions, il est en train d'étudier, il ne peut pas continuer parce qu'il est bloqué, il ne comprend pas quelque chose. Mais il sait utiliser l'IA, il peut poser la question et il continue. Donc vous voyez que si on l'utilise bien, on avance très rapidement. Et à la fin, pour vérifier alors qu'il est arrivé à un niveau élevé des acquis d'apprentissage, il faut chercher aussi à bien formuler les questions de ce niveau-là. Et l'IA aussi peut t'aider. Donc, tu veux qu'on peut l'utiliser dans l'apprentissage et dans l'enseignement correctement. Mais bon, si on continue d'enseigner de façon classique, tout en ignorant que l'IA existe, c'est là où l'IA, on se rend compte qu'il y a des tricheries. Mais si on l'utilise bien et on améliore, on va au niveau le plus élevé des acquis d'apprentissage. J'ai parlé de la triple concordance ou alignement pédagogique. Il y a trois choses qui doivent s'aligner, qui doivent être en relation. Les acquis d'apprentissage, les méthodes ou le dispositif pédagogique et l'évaluation. On évalue les acquis d'apprentissage et on conçoit les méthodes d'enseignement en fonction des acquis d'apprentissage. Donc en fait, à chaque acquis d'apprentissage, il y a une ou plusieurs méthodes. Donc on ne peut pas dire la meilleure, mais il y a deux classes. Il y a des méthodes actives et des méthodes entre guillemets passives, ce qu'on nous appelle le cours magistral. D'ailleurs, chez nous, à l'Université de Burundi, si vous analysez la maquette, ça veut dire le tableau là qui montre les EQE, on les appelle les EQE maintenant, on les appelait des cours avant. Il y a des volumes horaires pour ce qu'on appelle cours magistral. C'est comme si on a déjà choisi a priori la méthode. Mais je vous ai montré que vraiment le cours magistral, ce n'est pas une bonne méthode. Il faut privilégier les méthodes actives. Ça veut dire les méthodes actives, vous donnez aux apprenants des choses à faire, des activités. Donc on devient facilitateur, pas celui qui transvase les connaissances dans une vase vide. Non, nous venons de facilitateurs, l'apprenant doit faire quelque chose pour apprendre. Donc les méthodes actives sont mieux que les méthodes du cours magistral. Et des fois, on combine les deux. Des fois, on est obligé quand même de parler pendant quelques minutes comme un cours magistral pour introduire, pour donner des orientations et puis écoute. Mais il faut prévoir des activités à faire en pédagogie active. Donc, ce que l'université devait faire, ou les institutions d'enseignement supérieur devaient faire, d'abord, c'est de revoir aussi certains textes. Certains textes, vous avez vu, les participants ont mis des recommandations sur les rapports de stage, par exemple, ou bien même les mémoires. Ça veut dire qu'il faut donner plus de pondération ou de points
à la présentation orale et la réponse aux questions qu'à la rédaction. Donc, certaines réglementations devaient changer. Ensuite, il faut des sensibilisations, des réunions de sensibilisation, des enseignements, apprendre aux enseignants et aux étudiants comment utiliser correctement l'intelligence artificielle dans les enseignements et dans les apprentissages. Donc ça nécessite un groupe de réflexion et puis une préparation de ces nouvelles réglementations tenant compte de l'IA et puis une sensibilisation ou des formations en rapport avec l'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur, notamment dans l'évaluation, avec les devoirs à domicile, les travaux à faire à la maison. Donc, si on ne tient pas compte de l'existence de l'IA, on peut croire que l'étudiant a réussi alors qu'il a utilisé l'IA. Et d'ailleurs, c'est son droit. Il n'a même pas triché. Il n'a même pas triché. Si son travail à domicile, tu ne l'empêches pas de poser la question à quelqu'un d'autre, donc, dont l'IA.